Dure semaine pour Meta. La plateforme américaine a été condamnée à 2 reprises. Elle a été reconnue responsable de la dépendance créée par les algorithmes. Là, c'était en Californie. Coupable aussi de ne pas protéger les utilisateurs de ces applications contre les prédateurs sexuels. Là, c'était au Nouveau-Mexique. Des procès historiques, d'autres vont suivre. Sommes-nous à un tournant pour les réseaux sociaux? On en débat avec vous, Patrice Moyon. Bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur économique et social à la rédaction de Ouest France, un journal de la PQR, presse quotidienne régionale en France. Blaise Mao, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef d'Uzbek et Rika, vous avez publié avec Robert Laffont ce livre « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» On y reviendra évidemment. Xavier Demagny, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France Inter, spécialiste de toutes ces questions du numérique. Richard Verly est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir Estelle. Correspondant Europe pour le média suisse Blick. Et nous sommes en direct avec un des fidèles d'AIF. Bonsoir Pierre Kroll, vous êtes dessinateur, caricaturiste. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Dans quel monde on rit ?» Merci à vous 5 d'être avec nous. Alors revenons sur ce procès, ce verdict historique. C'était mercredi. Meta et Google, qui possèdent YouTube, ont été reconnus coupables de rendre dépendants leurs jeunes utilisateurs via des algorithmes. On voit ici les familles des victimes. Grosse émotion car c'est du jamais vu aux États-Unis. Et on va écouter une mère de famille victime. Sa fille a été victime des réseaux sociaux. Je pense que nous manquons tous de mots pour exprimer ce que nous ressentons. Être dans cette salle d'audience et entendre les réponses du jury a été une validation totale de ce que nous crions sur tous les toits depuis des années. C'était une décision consciente de leur part. Ce n'était pas un accident. Les parents ne sont pas responsables, c'est certain. Les plateformes connaissaient le préjudice, elles connaissaient les dégâts, elles ont évalué les risques et elles ont quand même poursuivi. Une décision historique, vous êtes d'accord, Blaise Mao ? Oui, décision historique, puisque c'est la première fois en fait que la justice reconnaît les dommages collatéraux du modèle économique des plateformes, c'est-à-dire un modèle de l'économie de l'attention qui est fondé sur la captation des données des utilisateurs, donc du temps qui passe sur les réseaux sociaux. Ces plateformes, elles ne peuvent pas être coincées aux États-Unis sur les contenus, puisque depuis 1996, elles sont jugées non responsables des contenus publiés par les utilisateurs. Notamment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une prise juridique sur les formats, c'est-à-dire sur la manière, sur les méthodes, sur les outils qui ont été utilisés pour capter les utilisateurs, les vidéos lues automatiquement, les filtres de beauté sur Instagram. Donc, en fait, tout ce qui est, on pourrait dire, la forme plus que le fond. Mais ça veut dire qu'on peut gagner en justice contre les réseaux sociaux via ces canaux-là. Donc on peut s'attendre à une guérilla judiciaire, Xavier Demagny. C'est possible et c'est pas le seul procès, les seuls procès. Il y en a d'autres qui vont venir. Effectivement, on s'attaque aux produits, on s'attaque au design des applications, à la façon dont elles ont été pensées, à la conception même en fait de ces applications et de leurs algorithmes. Donc c'est insuffisant, mais c'est un premier pas. C'est insuffisant, faut voir, parce qu'effectivement, les contenus, on peut difficilement y toucher. Donc, c'est un moyen, c'est une façon de réguler ces plateformes. En tout cas. Patrice Moyon, ces décisions de justice ont souvent été comparées à celles qui ont été prises contre les industries du tabac dans les années 90. Une comparaison qui vous semble tout à fait pertinente ? Ah oui, c'est une comparaison qui me semble tout à fait pertinente. Vous savez, il y a eu le Master Settlement en 1998 avec 46 États américains qui s'étaient regroupés avec 200 milliards de dollars d'indemnités à verser sur 25 ans par les fabricants de tabac. Et je pense que la dimension de la santé est effectivement une manière peut-être aujourd'hui de revenir face à un pouvoir politique qui est quand même verrouillé par des oligarques américains que sont les grandes plateformes aujourd'hui. Alors on va aller voir Pierre Kroll, parce que vous avez un dessin justement où vous représentez ces nouveaux géants de la tech comme des dieux de l'Olympe. En fait, ils ne sont plus du tout intouchables. Apparemment pas totalement, puisqu'on arrive quand même un peu à les agacer avec ces procès, puisqu'ils vont généralement en appel et tout. C'est la preuve que ça leur fait pas plaisir. Mais en tout cas, ils ont vraiment beaucoup d'argent, parce qu'il y a eu beaucoup de procès sur d'autres questions, sur les concurrences, le monopole, la captation des données, etc. Et à chaque fois, ce sont des milliards. La Commission européenne a fait, je crois, déjà 6 ou 8 procès comme ça. Et chaque fois, ils payent ce qu'il faut. Donc, ils sont quelque part un peu intouchables. Mais je trouve que la comparaison qui vient d'être faite avec le tabac est particulièrement
intéressante parce que on a reproché aux fabricants de tabac de savoir qu'ils vendaient un produit toxique, ça c'est une chose, mais surtout, je suppose que vous savez que dans le tabac, il y a une quantité d'additifs qui sont faits pour encore renforcer le côté addictif. Hein, il y a des produits qui enlèvent l'âcreté et tout pour que ce soit un peu meilleur, mais il y en a qui rendent l'absorption de la nicotine encore plus rapide, plus longue, plus durable, plus forte, etc. Donc on triche sur le produit pour le rendre vraiment une drogue. Et c'est la même chose avec Facebook, avec les algorithmes qui vont chaque fois chercher ce qui va vous plaire et qui vous coince tout à fait. Alors vous savez, moi je suis un adulte responsable, je suis plutôt occupé, j'ai pas trop de temps à perdre. Eh bien figurez-vous que depuis quelques jours, j'ai mis un limitateur de temps sur Instagram pour que j'arrête, que je me force à arrêter de scroller toute une série d'informations qui me paraissent divertissantes ou intéressantes, qui ne le sont pas nécessairement. Voilà. Oui, et surtout quand on est jeune, la jeune plaignante, elle a commencé très tôt, hein, celle qui était qui s'était partie civile, si on peut dire ça. 9 ans sur Instagram, et elle a expliqué elle essayait de mettre restreindre le temps et qu'elle n'y arrivait pas. Richard, on termine effectivement ce tour de table. Effectivement, addiction comme le tabac, l'alcool, les réseaux sociaux, c'est pas mal aussi, puisque moi j'ai Instagrammé le fait que vous veniez ce soir. Oui, mais ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant, mais au-delà d'intéressant, presque passionnant, c'est si nous sommes à un tournant. C'est-à-dire si se dessine un mouvement collectif, et c'est possible aux États-Unis, de plaignants qui s'associent dans différents États et qu'on voit véritablement se mettre en œuvre sur cette jurisprudence-là une rébellion juridique beaucoup plus large. Parce qu'à ce moment-là, les enjeux économiques seront énormes pour les plateformes. Alors après, la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, pour éviter de subir d'autres dommages juridiques, elles ne modifieront pas leurs algorithmes d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est important, c'est une grande différence quand même, ne l'oublions pas avec le tabac, c'est que c'est beaucoup plus modulable les programmes informatiques qui nous offrent ces plateformes et ils peuvent donc à un moment donné s'en tirer peut-être plus vite en profitant des failles de la loi qu'ils connaissent par cœur. Oui, effectivement, on ne sait pas exactement comment sont conçus ces algorithmes et même ces procès pour l'instant ne nous ont pas donné des informations. C'est là aussi le nœud du problème, Blaise Mao ? Alors, il faut faire une distinction sur l'addiction. Aujourd'hui, on n'a pas la base scientifique qui permet de parler d'addiction aux réseaux sociaux, ni d'addiction aux écrans. C'était le même problème sur la télévision, sur les jeux vidéo. On connaît les effets délétères, on voit des effets de dépendance, on connaît les nuisances pour la santé, l'anxiété, troubles du sommeil, l'isolement social, mais on n'a pas encore de preuves scientifiques d'un mécanisme d'addiction, c'est important de le préciser. Et effectivement, ces algorithmes sont des boîtes noires, mais on a eu des fuites. Il y a eu des Facebook Files il y a 4 ans. On a découvert que Facebook travaillait sur une version de Instagram Kids, donc pour les enfants, pour les 8-13 ans, justement ceux qu'elle aimerait bien ne pas voir créer des comptes illégalement, ou alors au contraire, ça l'arrange bien. Et on s'est rendu compte qu'ils ont tué ce projet-là de Instagram Kids, qui était censé fonctionner sur un algorithme plus protecteur, avec des mécanismes justement qui créent moins de dépendance au scroll. Et finalement, ils ont tué ce projet-là. Donc, ils savent, on sait faire en fait des algorithmes différents. Il y a des plateformes qui fonctionnent pas sur des mécanismes de dépendance. Il y a des plateformes comme Mastodon qui s'était créé comme une alternative à Twitter, qui ne reposent pas sur des mécanismes d'enfermement. Mais là, dans des bulles de on reproche effectivement que ces grandes plateformes exploitent nos fragilités, nos failles, et surtout exploitent celles des adolescents. Et c'est là où il y a un vrai problème. Il y a effectivement les Facebook Files, il y a aussi des enquêtes, je pense à celle d'Amnesty International assez récemment, qui par des mécanismes d'enquête, en fait, des tests, y compris le procureur, je ne sais plus duquel des deux procès, mais qui a fait ce travail, en fait, avec ses équipes, de créer des comptes d'adolescents et d'essayer de mettre un peu à l'épreuve la plateforme pour prouver que l'enfance, les plus jeunes utilisateurs n'étaient pas protégés. Alors, effectivement, ce genre de procès, on l'a dit, c'est inédit, c'est historique, mais Patrice Moyon, est-ce que vous pensez que ça peut faire plier les plateformes ? Je parlais tout à l'heure de guérilla judiciaire. Effectivement, si tout le monde commence à faire des procès à Meta, à Google, est-ce que ça peut donner des solutions ? Aujourd'hui, compte tenu du fait que les grandes institutions américaines sont verrouillées par Donald Trump et déséquilibrent en fait les rapports de force, je pense qu'effectivement, les procès sont une manière
de peser très lourd parce que les classes actions, ça peut être des milliards de dollars. Et puis, le sujet est aussi politique, hein, parce que la question, c'est faut-il ou non réguler? Et on sait que les patrons des grandes plateformes aujourd'hui sont nourris par la culture libertarienne, c'est-à-dire pas d'État, pas de régulation. Et ça, c'est très politique. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ça se joue au tribunal. Chez nous, ça se joue un peu différemment, avec la régulation notamment de l'Europe. Voilà, oui. ça avance. Critiqué. C'est deux chemins qui avancent un peu en parallèle. Effectivement, on va voir comment la Commission européenne essaye vraiment de réguler, ce qui est très compliqué, et beaucoup de tensions avec les États-Unis. Mais je retourne vous voir, Pierre Kroll. C'est vrai que vous avez fait un dessin qui montre bien qu'on en parlait. Hein. Il y a des amendes très fortes. Alors très fortes. Toute raison, ça dépend. Hein. Pour nous, c'est très fort. 6 millions de dollars de dommages et intérêts pour cette jeune plaignante. On imagine que pour Meta et Google, c'est peu. C'est vrai qu'effectivement, il va vraiment falloir faire des amendes énormes pour que ça puisse toucher les GAFAM. Oui, ça c'est un dessin qui date de 2018 déjà, hein, de l'une de ces décisions européennes de punir Google pour, je crois, le monopole, quoi, trop peu limiter les concurrences. Mais vous savez qu'aux Pays-Bas, parce qu'on parle d'algorithme, aux Pays-Bas, une décision de justice oblige Meta, Facebook, à donner la possibilité aux Néerlandais d'aller sur Facebook sans être guidé par des algorithmes. Donc il doit y avoir, c'est pas une autre application, c'est la même application mais avec une option. Donc on a obligé Facebook à donner l'option facilement repérable d'enlever tout algorithme et donc de suivre simplement, de scroller si vous voulez dans l'actualité par exemple dans un simple ordre chronologique sans être dirigé vers des sujets par des algorithmes. Et tout de suite Meta a fait appel, ce qui prouve bien qu'ils le faisaient consciemment et que ça ne les arrange pas qu'on les limite. Ils ont finalement retiré cet appel et il faut dire que cette décision de justice a pu être prise en s'appuyant sur des lois, des règlements européens. Autrement dit, il n'y a pas que les Pays-Bas qui pourraient la prendre. Toute l'Europe devrait peut-être s'unir pour lutter contre ça. Richard, vous qui connaissez bien l'Europe... Ce que je trouve très pertinent en ce moment, c'est que l'Union européenne, la Commission européenne qui a en place ces réglementations digitales, notamment le DSA, DMA, ce sont des sigles qu'on entend souvent, eh bien, ils ont un problème jusqu'à maintenant, c'est que plus ils régulent, plus on régule en Europe, plus on met des amendes, plus l'administration américaine, celle de Trump, tire au canon sur le thème, vous voyez, c'est l'Europe qui régule, c'est l'Europe qui s'oppose aux États-Unis, c'est l'Europe qui s'oppose à l'innovation. Une entrave à l'innovation, voilà, le fait de avec réguler. cette décision de justice aux États-Unis, c'est ça que je trouve très pertinent. C'est qu'il y a au fond un pont des deux côtés de l'Atlantique. Il y a des groupes qui reconnaissent la toxicité, on va dire, de ces plateformes numériques et le problème qu'elles nous posent à tous en tant qu'individus. Donc, à mon avis, le pas de demain qui sera franchi, c'est qu'il y aura des contacts, et c'est sans doute déjà le cas, entre des avocats ici en Europe et des avocats là-bas aux États-Unis qui se mettront ensemble pour des actions judiciaires à la fois aux États-Unis et en Europe. Et à ce moment-là, ça pourrait faire très mal. Ce qu'il faut, c'est sortir de ce piège que nous tend Trump, où il dit en permanence, si les Européens régulent, c'est qu'ils n'acceptent pas, au fond, la formidable savoir-faire numérique américain. Voilà, sortir de ce piège, vous êtes d'accord, Blaise? Bien sûr, l'Europe est forte, il faut qu'elle arrive à s'en convaincre. En fait, pour Meta, la France, ce n'est pas un marché significatif. Par contre, l'Europe, c'est 450 millions de citoyens et ça a du poids. Quand l'Australie interdit les réseaux sociaux, c'est 27 millions de personnes, ce n'est pas aussi important qu'un marché comme l'Europe. Il faut bien comprendre que ces plateformes, pendant des années, elles ont tout fait pour faire vraiment un rôle de duplicité, en fait, quand on les confrontait à ces faits-là. Instagram. Et c'est ça qui est aussi vraiment avéré, enfin en tout cas dans ce procès, elles sont vraiment responsables de duplicité. Ah oui. Mark Zuckerberg, qui s'est longuement exprimé, 6 heures pour s'expliquer, il a juste reconnu que oui, ils auraient peut-être dû empêcher les jeunes de moins de 13 ans de s'abonner. C'est la seule chose qu'il a reconnue. Il y a un exemple très parlant, c'est la question de l'inscription obligatoire de l'âge sur Instagram. Il a fallu attendre 2019 pour que ça devienne obligatoire d'inscrire sa date de naissance sur Instagram. 2 ans de plus, 2021, pour que les utilisateurs déjà inscrits soient eux aussi tenus de renseigner cette date de naissance, et encore 1 an et demi pour que Instagram mette en place un mécanisme de vérification de ces dates de naissance. Donc ça veut dire qu'il faut 5 ans pour faire finalement un mécanisme qui est assez simple, qui devrait être basique à l'entrée. Et un autre exemple, le TikTok, qui là n'est pas concerné par cette décision parce qu'ils ont trouvé un arrangement au civil avec la plaignante. Mais TikTok en France supprime des centaines de milliers de comptes par an.
Mais quand vous les auditionnez, moi j'ai travaillé avec Grégoire Borst, qui fait partie de la commission écran, qui nous racontait, qui vous explique, ah non, il n'y a personne, il n'y a aucun mineur de 8 à 13 ans sur nos plateformes. Par contre, dans le même temps, ils suppriment des dizaines de milliers de comptes d'enfants inscrits illégalement. Une sorte de déni. Alors, vous parlez de TikTok. Le ministre français de l'Éducation nationale, effectivement, lui aussi est en guerre contre TikTok. Il était hier soir sur France Inter et on va l'écouter, Édouard Geoffrey. Moi, j'ai fait le test. On a créé avec mon cabinet un compte en quelques secondes en disant qu'on avait 14 ans. En moins de 20 minutes, sans avoir liké quoi que ce soit et sans avoir fait aucune recherche, on s'est retrouvé sur des comptes, enfin des vidéos dépressives. En commençant à les regarder, on s'est retrouvé ensuite embarqué dans une spirale complètement mortifère, avec des vidéos de scarification, des véritables tutoriels de scarification, avec des vidéos d'incitation au suicide, disant le suicide est le but de ma vie. Et quand je dis ça, je ne parle pas de vidéos qui datent d'hier, hein. Je parle de vidéos qui datent d'il y a 2 ans, qui ont 50 000 likes, avec des commentaires du type j'ai raté ma TS la dernière fois, mais ce soir c'est la bonne. Tentative de suicide, TS. TS, ça veut dire donc tentative de suicide. Il faut qu'on arrête avec ces spirales mortifères qui embarquent des adolescents notamment dans des directions qui sont dangereuses pour leur vie. Et pour arrêter cette spirale mortifère, la France s'apprête à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce mercredi, le Sénat a commencé à se pencher sur cette proposition de loi qui est déjà passée à l'Assemblée nationale. Patrice Moyon, on sent que c'est vraiment un cheval de bataille pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement. Et c'est aussi à l'agenda de la présidence française du G7. Alors c'est un enjeu important de régulation et je pense aussi que c'est un enjeu d'éducation parce que la loi ne fera pas tout, les règlements ne feront pas tout. Donc il faut que le législateur intervienne et il faut aussi que les parents prennent bien conscience que peut-être qu'il ne faut pas donner un smartphone très tôt parce qu'on voit qu'il y a des tas de manières de contourner de toute façon les obstacles. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire que comme l'alcool, le tabac, la drogue, les réseaux sociaux peuvent être dangereux ? Oui, être dangereux. Après, c'est une décision, effectivement, l'interdiction aux moins de 15 ans qui est critiquée pour tout ce que ça implique aussi, puisque interdire aux moins de 15 ans, ça veut dire vérifier l'âge des utilisateurs, comment le faire. Est-ce qu'il faut vérifier l'âge de tous les utilisateurs? Est-ce qu'il faut faire comme en Australie, laisser le champ libre aux plateformes et puis après, quelques mois après, dire bon, on vérifie et on voit où vous en êtes. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui pose question. Et puis il y a même au sein des gens qui s'intéressent à ce sujet, des gens qui disent en fait, même pour les jeunes, l'interdiction n'est pas forcément la solution parce qu'il y a un contournement. On a tous été adolescents à un moment et on a tous contourné la règle en fait. Et donc voilà. L'autre discours, c'est de dire c'est mieux que rien. C'est comme pour les sites pornographiques, ça réduit le trafic, c'est mieux que rien. Et faisons-le, ça sera déjà ça de fait en fait. Alors on voit que de nombreux pays s'en emparent. On a parlé de l'Australie, pionnière, la France, la Malaisie, l'Espagne, le Danemark, la Belgique aussi. Pierre, vous aussi, vous planchez sur le sujet. Oui, notre ministre chargée du numérique, qui s'appelle Vanessa Mats, a l'intention aussi de limiter l'âge d'accès au réseau par une loi qui va être déposée. Et elle assure, parce qu'un des dangers de la limite d'âge, c'est que pour le prouver, vous allez donner encore une information supplémentaire sur vous-même, quelque part, dont vont se délecter les réseaux. Mais il semblerait que c'est contournable, qu'on peut trouver un moyen de vérifier l'âge sans pour autant trop apparaître. Enfin, mais évidemment, le plaisir de contourner ça, la facilité de le contourner, tout rend peut-être tout cela un vœu pieux. Ça, je sais pas en juger. Mais effectivement, c'est en cours de discussion chez nous aussi. Et il faut associer ça quelque part aussi aux interdictions des smartphones à l'école. C'est évidemment pas tout à fait le même enjeu parce qu'on est à l'école que 8 heures par jour. On peut encore se suicider sur une plateforme après. Mais c'est quand même dans le même ordre d'esprit. C'est-à-dire qu'on sait la toxicité et le danger de ces réseaux depuis longtemps et de plus en plus, manifestement, on agit partout. Alors Richard, est-ce qu'en Suisse, on suit aussi ce mouvement ? Bien sûr, ça a été lancé au Parlement. Plusieurs parlementaires ont lancé ce qui pourrait aboutir à une initiative. Vous savez qu'en Suisse, on vote sur beaucoup de choses et régulièrement. Donc si cette initiative devait aboutir, c'est-à-dire recueillir le nombre de signatures, d'abord être rédigée et ensuite recueillir les 100 000 signatures nécessaires, elle pourrait aboutir à un référendum, à une votation sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On n'en est pas là pour le moment. Le Parlement a demandé au Conseil fédéral, c'est-à-dire au
gouvernement de faire un rapport. Donc ils vont réunir des experts, je pense de manière imminente, sans doute courant 2026. Et sur la base de ce rapport, on verra s'il y a ou pas lancement d'une initiative populaire. Xavier, est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, je me garderais bien de donner mon avis. En tout Ou est-ce cas, qu'il faut en trouver une autre ? ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Il y a juste quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en France, on fait partie des pays qui sont les plus avancés dans le chemin sur ce sujet-là. Maintenant, on fait un peu du slalom avec la législation européenne pour avoir un peu suivi la construction de cette proposition de loi qui est aujourd'hui au Sénat, qui sera en séance publique début avril. On fait vraiment du slalom avec le droit européen pour être sûr que notre texte français pourra être conforme au droit européen et qu'on pourra imposer cette vérification d'âge. En fait, c'est pas si facile que ça, même si dans les textes européens, et on a parlé du DSA, il y a une contrainte faite aux plateformes de protéger les mineurs en ligne. Et il y a effectivement cette conventionnalité législative qui est un petit peu compliquée. Même si là, ils ont laissé, ils essayent effectivement de trouver un terrain d'entente pour que chaque pays de l'Union européenne puisse décider. Blaise Mahaut, est-ce qu'il faut trouver une voie médiane, c'est-à-dire, vous les évoquiez tout à l'heure, des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut obliger les plateformes à créer un Instagram pour les enfants, éviter qu'il y ait tous ces contenus mortifères ? Alors, il y a des prises. Cette loi, elle est une réponse simpliste à un problème complexe. Et surtout, le problème, c'est qu'elle fait cette interdiction, je veux dire, des réseaux sociaux au moins de 15 ans en France, elle fait peser la responsabilité sur les utilisateurs. En fait, les responsables, ce sont les plateformes. Donc la priorité des priorités, c'est la régulation. C'est pas de se débarrasser du problème. La priorité, c'est comment, sur ces plateformes, on peut sécuriser, on peut échanger en ligne paisiblement. Et c'est ça qui devrait être la priorité. Comment on travaille sur des contenus calibrés en fonction de l'âge, où effectivement on n'a pas accès au même contenu en fonction de l'âge auquel on utilise une plateforme. Ça, on peut le programmer au niveau algorithmique. Donc oui, les prises, elles existent. Et surtout, en 2023, la France, elle a déjà passé une loi sur la majorité numérique à 15 ans, qui était beaucoup plus intéressante que l'interdiction brutale et directe, puisqu'en fait, qui n'a jamais été appliquée, parce que justement, il manquait l'aval de la Commission européenne, mais elle était intéressante parce qu'elle crée un dialogue entre les parents et les enfants, puisqu'il fallait l'accord des parents pour rouvrir un compte sur un réseau social. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est les conditions d'une discussion directe intergénérationnelle sur « je pense que tu es prêt, je pense que tu n'es pas assez mature, donc on attend encore un an ». Et c'est dommage qu'on en arrive à une solution radicale qui déplace le problème. Alors c'est dommage qu'on en arrive à la fin de cette émission. Patrice, très très brièvement. Oui, en fait, la grande bataille des patrons de plateformes, c'est de dire tout ce qui passe dans nos tuyaux, on n'est pas responsable au nom de la liberté d'expression. Mais quand on regarde quand même l'histoire du droit américain, les patrons de journaux, ils étaient responsables quand même du contenu qu'ils publiaient. Donc c'est ça, en fait, la bataille qu'il faut conduire. C'est que les grandes plateformes ont une responsabilité d'éditeur, en fait. Voilà, ça, il va falloir leur prouver. Mais voilà, ça va être compliqué. Merci à vous 5 d'avoir participé à Allons-y Franco. Et on a bien compris que la bataille ne fait que commencer. Moi,